Bonjour et bienvenue dans l'émission podcast YouTube de Denise Guarda, où nous mettons une fois de plus en avant les leaders mondiaux et les personnalités qui façonnent le monde dans lequel nous vivons, en particulier dans les domaines de la technologie et des affaires, ainsi que tous les grands défis auxquels nous sommes confrontés, mais aussi les opportunités et ce émission podcast propulsée par businessavc.net, citiesavc.com, wisdom.ai et sportsavec.org. Nous avons examiné le plus grand défi auquel nous sommes confrontés en tant qu'humanité, en tant que société. Et nous avons en fait reçu de nombreux leaders d'opinion, personnalités et technologues différents. Et aujourd'hui, je pense que j'apporte l'une des personnalités les plus fascinantes qui m'a vraiment intrigué et également déconcerté avec tout le travail que cette personnalité a accompli, mais aussi concernant les risques fondamentaux et les opportunités que nous avons en ce qui concerne les domaines de la technologie, de la cybersécurité et toute l'infrastructure industrielle, de la lutte contre l'extrémisme et de la transparence gouvernementale. Donc, je souhaite la bienvenue à notre série à Émilie Croze. Émilie est une experte et je dirais une autorité mondiale dans les domaines de la technologie, de la cybersécurité, de l'infrastructure industrielle, de la lutte contre l'extrémisme et de la transparence gouvernementale avec plus de 10 ans d'expérience. Elle a travaillé pour la CIA, la National Security Agency, et le commandement du renseignement et de la sécurité de l'armée des États-Unis en tant que spécialiste de la sécurité de l'information. Et elle a également servi dans la communauté du renseignement américaine pendant 7 ans avant de rejoindre le secteur privé. Ouais, actuellement, elle est la cofondatrice de Hacking History, un projet qui enquête sur la manière dont le gouvernement des États-Unis gère la communauté des hackers. Elle intervient et enseigne régulièrement sur les sujets de la protection de la vie privée, les risques potentiels de la cyberguerre et a présenté des conférences remarquées, notamment sur des thèmes et titres comme Du sang dans les câbles et À quoi ressemble la cyberguerre et la démocratisation du renseignement, comment nous participons tous aux opérations de renseignement modernes, à l'espionnage économique et à quel point nous devrions nous inquiéter de la cyberguerre. Elle est également une formatrice et éducatrice experte et ses présentations offrent des enseignements concrets sur la protection de la vie privée ainsi que sur les menaces potentielles de cyberguerre. Nous allons également parler aujourd'hui d'un livre récent que je suis très enthousiaste de présenter, intitulé L'acte du futur, publié par Wiley. Il a été publié récemment en octobre 2024. Et dans ce livre, Emily explore les relations complexes entre l'agriculture et le gouvernement des États-Unis au cours des dernières il y a donc de nombreux sujets différents à aborder sur plusieurs décennies. Je pense qu'en guise de note finale, Emily est aussi une défenseuse de l'inclusion lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et parle de l'importance de la diversité dans l'industrie technologique. Et en tant que femme transgenre, Emily partage ses expériences dans des milieux de travail dominés par les hommes, mettant en lumière les problèmes rencontrés par les femmes, en particulier les femmes transgenres, dans ces environnements. Cette introduction aborde de nombreux sujets. C'est un plaisir et un honneur de t'accueillir, Émilie. Bienvenue dans cette série. Merci de m'accueillir. J'ai hâte de commencer. Je trouve que ton parcours est incroyable, mais aussi très impressionnant parce que tu as traité sans doute les sujets les plus sensibles au monde et en même temps, tu as su garder ton intégrité personnelle, ton identité et ton genre dans ces domaines, ce qui est très particulier et je dirais assez unique, parce que la plupart des gens ont peur quand il s'agit de tous ces sujets dont je viens de parler. Donc, j'aimerais commencer par ton histoire, comment tu as fini par travailler pour la CIA et pour les agents de renseignement les plus puissants au monde, mais aussi comment tu as su garder cette intégrité que j'admire, ainsi qu'un sens de l'activisme, mais aussi un sens de l'honnêteté et de la transparence qui sont plus importants que jamais. Oui. Donc, j'ai rejoint la communauté du renseignement aux États-Unis juste après avoir quitté l'université. Donc, c'est quelque chose que j'ai intégré par le biais de mon université, qui avait un programme parrainé par la National Security Agency. Ça s'appelle le Centre d'excellence académique. Je ne connaissais personne personnellement qui parrainait ce programme à l'université, mais cela me semblait une bonne voie à suivre après mes études. Je suis allée travailler pour la National Security Agency dès que j'ai quitté l'université vers 2010, quand j'ai commencé là-bas. J'aimerais, avant même d'entrer dans ce sujet, savoir pendant vos études, avant, est-ce que vous, je ne sais pas,
Si vous reveniez à votre enfance, auriez-vous pensé que vous finiriez par travailler dans la cybersécurité et tous ces domaines dans lesquels vous êtes actuellement? Parce que j'aime toujours montrer aux gens qui nous écoutent qu'il y a ce côté un peu mystérieux, mais aussi vos réalisations avec votre parcours. Oui, c'est une question amusante. Si je pouvais revenir à mes années de lycée, je n'aurais probablement jamais imaginé prendre cette voie, malgré l'introduction très détaillée que vous m'avez faite en tant qu'intervieweuse. Je ne me considère pas vraiment comme une personne particulièrement spéciale d'une quelconque manière. Donc, prendre ce chemin est très intéressant avec le recul et je ne l'échangerai pour rien au monde, car ces expériences ont été très précieuses pour moi. Mais je n'aurais jamais pensé que j'étais assez intelligente ou talentueuse pour suivre cette voie, mais c'est certain. C'est un privilège. Eh bien, tu es vraiment très intelligent et ce que tu as accompli est vraiment spécial aussi. Donc, je pense qu'il faut lever notre verre à cela et bravo parce que ce n'est pas une mince affaire ce que tu as réalisé. Je pense aussi que c'est très important parce que tu es quelqu'un qui agit et ton travail parle de lui-même et tu restes très humble, ce que j'admire encore plus. Donc, je voudrais aborder ce point. Tu as mentionné qu'après l'université, tu as fini par travailler, bien sûr, pour la plus grande organisation de renseignement au monde. Je ne vais pas m'attarder sur tous les sous-entendus qu'il peut y avoir, mais raconte-nous un peu cette expérience. Et il travaille en fait à la fois pour la CIA et la National Security Agency, qui ne sont probablement pas les plus grandes agences de renseignement au monde. Les gens ont l'habitude de voir cela dans les films de James Bond, mais comme tu l'as dit, la réalité est beaucoup plus terre à terre avec de nombreux détails. J'aimerais donc démystifier ce travail dans la mesure de ce que tu acceptes de rendre public. Grâce à cette expérience, nous avons ensuite intégré le secteur privé. Oui. Donc, en gros, je pense que l'idée générale que les gens se font du renseignement et de la façon dont il fonctionne est très différente de la réalité. C'est une bureaucratie. C'est une bureaucratie qui existe dans de nombreux pays, pas uniquement aux États-Unis. Et au final, c'est un jeu auquel les pays du monde entier jouent entre eux. Donc de cette façon, c'est beaucoup moins mystérieux qu'on pourrait le croire en regardant des films. Heu, mais heu, mais il y a certaines choses qui sont plus proches de la réalité en vrai, que ce à quoi on pourrait s'attendre même dans certaines fictions très, très éloignées. Donc il y a des nuances intéressantes dans la façon dont certains pays le font par rapport à d'autres. Probablement l'une des choses les plus intéressantes que j'ai apprises, c'est à quel point les types de techniques et les domaines d'intérêt des communautés du renseignement dans lesquelles elles s'engagent sont très proches de ceux du reste du monde que nous voyons un peu dans la vie quotidienne. Beaucoup de personnes comme moi qui ont travaillé dans la communauté du renseignement vont toujours faire leurs courses. Vous savez, elles conduisent toujours leur voiture sur les mêmes routes que nous. Donc de cette façon, c'est un peu comme un sous-ensemble du monde qui existe d'une manière qu'on peut percevoir si on y prête vraiment attention, mais qui autrement reste imperceptible si on n'y est pas vraiment impliqué. C'est donc fascinant, de pouvoir voir ces repères même maintenant, quand je suis simplement dehors dans le monde et que je remarque quelque chose qui me rappelle un souvenir. Mais oui, la plupart des gens ne le verront pas s'ils ne le cherchent pas. Alors, parlez-nous un peu du travail, de ce que c'est que de travailler parce que vous traitez les choses les plus dangereuses auxquelles l'humanité est confrontée, de la cyberguerre à le piratage des infrastructures industrielles et la lutte contre l'extrémisme sont des sujets qui mériteraient chacun leur propre podcast, mais j'ai travaillé pour une grande agence de renseignement ou la plus grande au monde sur ces sujets et je suis sûr, je ne sais pas si vous voulez partager, sans entrer dans les détails, un risque que vous avez dû démanteler, une grosse affaire parce que bien sûr, je pense que la plupart des gens, comme vous l'avez dit, conduisent nos voitures, vont au supermarché, mais nous ne voyons pas ce que des personnes comme vous font pour nous protéger. Bien sûr, il n'y a qu'une petite fraction de personnes dérangées dans le monde. Je pense que la plupart des humains veulent simplement vivre leur vie, mais il y a toujours quelques personnes dangereuses. J'aimerais donc entendre un peu parler de cette expérience et aussi des sujets que vous souhaitez mettre en avant concernant la cybersécurité, en particulier la cyberguerre, les infrastructures industrielles et la lutte contre l'extrémisme lié à tout cela.
Oui, bien sûr. Donc, des choses comme la lutte contre l'extrémisme, cet aspect en particulier, représente une menace en constante évolution. Ce n'est pas quelque chose qui existe toujours sous la même forme. Il y a des éléments similaires entre les différents cas. Prenons l'exemple d'Al-Qaïda, qui illustre de nombreuses caractéristiques typiques en commun avec d'autres groupes qui sont apparus plus tard, comme l'État islamique ou Daesh. Je veux dire, ces 2 groupes sont assez similaires en eux-mêmes, mais leurs idéologies sont aussi légèrement différentes. Donc, c'est en quelque sorte, aux agences de renseignement gouvernementales qui travaillent en tandem avec les organisations militaires, d'identifier ces sources d'extrémisme, et d'agir en conséquence. Donc, ce qu'ils font à ce sujet varie vraiment d'une cible à l'autre. Dans certains cas, il peut y avoir une mission qui se termine finalement par la capture ou dans certains cas, l'élimination d'un chef terroriste. Nous avons vu cela à plusieurs reprises au cours des 20 dernières années. Et donc, avant même de pouvoir mener un raid, comme celui contre Ben Laden, par exemple, il y a énormément de travail de renseignement à effectuer en amont de ce type d'opération. Une partie de cela, surtout au cours des, disons, 20 dernières années, depuis une bonne vingtaine, voire trentaine d'années, cela est dû au renseignement d'origine électromagnétique, ou ce que nous appelons le renseignement d'origine électromagnétique. Et la communauté du renseignement est un nouveau composant de cela, ou un composant plus récent du renseignement d'origine électromagnétique. C'est ce que je fais, c'est-à-dire la sécurité informatique offensive, qui en est un des aspects. On essaye d'obtenir des renseignements à partir des ordinateurs. Donc, cela a été une partie de la communauté du renseignement et du processus de collecte du renseignement qui a évolué encore plus rapidement au cours des, oui, comme je l'ai dit, 20 dernières années. Et donc, à partir de ce travail, et je pense bien sûr, comme je l'ai dit, il y a une partie bureaucratique, c'est ce qui nous sauve, parce qu'au final, ces aspects bureaucratiques, ce n'est pas, je sais que maintenant, la bureaucratie, donc le mot en lui-même fait très peur, mais en même temps, nous avons besoin de processus, nous avons besoin de structure et nous avons aussi besoin de moyens pour rassembler toutes ces choses. Donc, à partir du travail que vous avez effectué là-dessus, j'aimerais approfondir davantage. Bien entendu, il y a toujours un aspect plus douteux dans l'inventaire d'un gros dossier auquel vous avez dû faire face, généralement en équipe. Mais j'aimerais aborder par exemple le fait que la communauté des hackers, il est immense dans le monde entier. Et bien sûr, il y a les hackers White Hat, Black Hat et Grey Hat. Donc, un peu de, si tu peux probablement, et tu es aussi un éducateur. Donc, un peu pour éduquer notre public sur l'ampleur de ce phénomène et sur son importance pour nous, parce que bien sûr, c'est invisible. La plupart des gens ignorent l'importance de cela. Peux-tu expliquer davantage ce que tu fais et comment cela fonctionne, puis comment les différentes communautés autour de ces domaines y participent? Oui, donc différentes agences travaillent de différentes manières. Donc, aux États-Unis, nous avons des agences à 3 lettres, le FBI, la National Security Agency, la CIA, et elles ont toutes des exigences en matière de collecte de renseignements. La plupart de ces exigences proviennent soit de sources militaires, soit d'autres sources législatives américaines. Par exemple, même le président peut avoir des exigences en matière militaire ou de collecte de renseignements. Donc, ils peuvent avoir une exigence générale comme la nôtre. Nous avons besoin, disons, de matériel lié à la prolifération nucléaire. Donc, nous voulons tout savoir sur les proliférateurs identifiés de matériaux nucléaires, ce qu'ils en font, qui les transfèrent, qui les produit. Et donc, c'est ensuite aux agences à 3 lettres, à la communauté du renseignement de recueillir autant d'informations que possible sur ces domaines d'intérêt en utilisant les techniques dont elles disposent. Donc, beaucoup de choses se résument à: «Voici nos besoins. Transmettez-le aux personnes pouvant obtenir ces informations. Nous vous donnons la permission d'aller le trouver, que cela signifie parler à une personne, l'obtenir grâce à ce que nous appelons le renseignement humain ou les humains, ou bien nous pensons qu'il pourrait transférer des informations via un appareil basé sur un signal ou un ordinateur. Donc, si cette information se trouve sur un système informatique, envoyez-la à une autre agence à 3 lettres et ensuite ils iront la récupérer. Donc, c'est une sorte de réseau complexe de besoins et de fournisseurs d'informations.
Donc, c'est très simple quand on réduit tout cela à ce genre de catégorie. Ensuite, bien sûr, une fois que vous obtenez l'information brute, vous devez l'envoyer à des personnes capables de reconstituer l'ensemble du tableau. Donc, les analystes qui travaillent au sein de la communauté du renseignement, certains d'entre eux ont le pouvoir de assembler ces pièces du puzzle à partir de plusieurs sources différentes et de produire un rapport de renseignement qui est synthétisé, vous savez, à partir de tous les rapports sur la collecte de signaux et la collecte humaine et les images satellites et tout cela. Il simplifie l'information pour les décideurs, leur permettant de prendre des décisions qui ont un impact global significatif. Donc, je voudrais approfondir un peu plus ce que vous venez de dire. En plus de collaborer avec les gouvernements et agences mentionnées, il y a évidemment le reste du monde à considérer. Nous avons donc les infrastructures opérationnelles générales et technologiques. Et puis, il y a les hackers white hat, qui sont l'antithèse des hackers, des gens comme vous, des experts en sécurité et des spécialistes autorisés à trouver et corriger les vulnérabilités dans les systèmes. Et puis, il y a les hackers black hat, qui bien sûr ont beaucoup d'intentions malveillantes et font beaucoup de choses différentes. Il y a même des hackers grey hat et ainsi de suite. Et les chiffres sont assez importants parce qu'on parle, je crois, d'un nombre qui était autour d'une vulnérabilité. Ce sont des données de 2024. On parle de potentiellement plus d'1 million de personnes impliquées là-dedans. Je crois que c'était à peu près les chiffres que nous avons, donc c'est assez important. Mais par exemple, parmi ces chiffres, nous avons par exemple certains des problèmes les plus coûteux et les problèmes concernent principalement l'infrastructure des soins de santé où certaines violations de données peuvent coûter des milliards et des milliards de dollars, et cela peut concerner le secteur de la santé, l'industrie financière et bien sûr l'infrastructure. Et il peut aussi s'agir bien sûr de choses comme la sécurité des armes, etc. Donc, d'après cette expérience que vous avez eue avant de passer dans le secteur public ou privé, dans votre carrière privée, parlez-nous un peu de la façon dont le gouvernement américain, dans ce cas, ces agences, bien sûr à un niveau très général, je ne vais rien révéler ici, mais quelles sont les procédures pour les personnes qui ne comprennent pas très bien, mais mon public est assez technophile, les lignes directrices, les grandes lignes que les gens suivent lorsqu'ils traitent avec ces hackers black hat et white hat et certaines des expériences. Si vous souhaitez présenter une étude de cas à partager avec le public également. Oui, il y a effectivement des différences entre les trois. Ces trois groupes que vous avez mentionnés, généralement, quand on parle de hackers white hat et black hat, en fait, pour les trois groupes, la différence réside dans l'autorisation, c'est-à-dire obtenir les bonnes permissions pour faire ce que vous essayez de faire. La différence la plus fondamentale entre les white hats. Les hackers black hat, c'est qu'un groupe, les white hat, ont généralement un système formel basé sur l'autorisation. Ils ont un périmètre défini, des contrats signés et des objectifs qui profitent aux personnes avec lesquelles ils signent ces contrats. Oui, les Black Hats, quant à eux, établissent leurs propres règles et ne demandent pas d'autorisation pour leur travail. Donc, si on résume vraiment les différences les plus fondamentales entre ces deux groupes, ce serait essentiellement une question d'autorisation. Donc, les Grey Hats vivent un peu dans les zones intermédiaires. Je considère les Grey Hats plutôt comme des personnes qui soit n'obtiennent pas la permission, soit n'ont pas un périmètre d'action assez restreint. Peut-être qu'ils ont la permission, mais celle-ci est limitée, ou alors ils n'ont pas eu la permission, mais ils ont un objectif très précis en tête. C'est un groupe un peu plus difficile à définir parce que beaucoup de gens se retrouvent malheureusement dans la catégorie Grey Hats, parfois même sans le vouloir, notamment en venant du hacking éthique. Les frontières deviennent floues à certains endroits, un sujet dont je parle dans mon livre, à savoir comment on en arrive là. Organisations où les hackers s'inscrivent dans un contexte mondial avec un cadre légal qui s'applique au moins à tout le monde, qui relève de la sphère d'influence occidentale. Et ça n'arrive vraiment qu'au milieu des années 80. Mais Wacom a vu cette croissance de la structure d'autorisation, je pense, depuis le début des années 90, et c'est vraiment ce qui définit
où nous en sommes aujourd'hui sur une période de 30 ans. D'après ce que tu vois en ce moment et ton expérience, avant de parler du livre, veux-tu garder une partie de cette introduction? Donc, d'après ton expérience professionnelle, toujours au sein de ces grandes organisations, as-tu trouvé un équilibre à ce sujet ou bien y avait-il, je dirais, comme une perturbation de la force, si on utilise la métaphore de Star Wars, il y avait un peu beaucoup de perturbations. Comment vois-tu l'équilibre que nous avons ici? Parce que bien sûr, je pense qu'en particulier ces 5 dernières années, il n'y a pas eu, à part la maladie à coronavirus 19, il n'y a pas eu d'effondrement massif des systèmes financiers ou des choses de ce genre. Cependant, avec la maladie à coronavirus 19, les élections américaines et le Brexit, il y a eu des sujets sensibles en termes de données et de vie privée, bien qu'on ait tendance à l'oublier. Il y a des éléments très sensibles. Comment vois-tu cet aspect? Et parce que je sais que ton livre aborde beaucoup de ces sujets, mais je voudrais revenir à un deuxième niveau juste avant qu'on parle du livre. Oui, c'est une question intéressante et je pense que les hackers autorisés par le gouvernement sortent un peu du cadre habituel qu'on utilise pour les hackers white hat et black hat, ou du moins, à mon avis, je suis sûre que d'autres personnes ont des opinions différentes à ce sujet. Mais selon que tu es la personne piratée ou le hacker dans un contexte d'offensive ou de défense d'un État-nation, tu définirais probablement un opérateur informatique de la National Security Agency différemment en fonction de ta propre perspective dans le monde. Donc, une cible de la National Security Agency va probablement considérer qu'un agent de la National Security Agency est un black hat. Mais dans le contexte de la loi américaine, ils seraient clairement considérés comme des hackers white hat parce qu'ils ont été autorisés à faire tout cela. Maintenant, ça, c'est un cadre légal. Donc, c'est un peu différent d'un cadre moral et éthique que vous pourriez utiliser pour juger ces actions. Je ne vois pas vraiment de recoupement entre les deux, simplement à cause de la grande diversité qu'il y a dans les cibles du hacking par des États-nations et dans les conséquences. Donc, je pense que c'est vraiment difficile d'unifier ces deux principes pour déterminer qui sont les gentils et qui sont les méchants. Je ne pense pas que ce soit aussi simple que ça. Non, c'est un point intéressant. Donc, d'après ce que j'entends, la frontière est un peu floue sur ces questions. Waouh, ça, je ne comprendrai pas. J'essaie d'assimiler. Donc, de ce point de vue, quand vous avez quitté la CIA et la National Security Agency, vous avez cofondé Hacking History. Alors, Fade, parlez-nous un peu de cette façon de quitter ces deux agences et pourquoi vous avez créé Hacking History et pourquoi vous avez décidé de lancer ce projet qui enquête sur la manière dont le gouvernement gère la communauté des hackers. Je pense que la première question serait, quand avez-vous commencé à vous intéresser à la communauté des hackers après avoir quitté bien sûr la CIA et la National Security Agency? Oui, donc j'étais membre de la communauté des hackers depuis le lycée, donc je fais partie de cette communauté depuis très longtemps, même avant d'aller travailler pour le gouvernement. J'avais déjà un intérêt pour ce qui m'intéressait, bah, c'était de comprendre ce qui fait fonctionner les ordinateurs et ce qui les fait ne pas fonctionner. Donc, depuis très longtemps, bah, je suis une élève de cette discipline. Ce qui m'a donné envie de créer Hacking History, c'est une histoire un peu liée, mais aussi pas tout à fait. Après avoir quitté le gouvernement, je me suis intéressée à l'histoire de la façon dont les gens issus de la communauté dont je viens finissent par entrer au service du gouvernement, connaissant les racines de beaucoup de personnes avec qui j'interagis dans la communauté des hackers et comment elles prennent la décision d'aller travailler pour le gouvernement. Moi, j'ai eu un parcours différent de beaucoup d'autres, surtout des générations précédentes de hackers qui se sont tournés vers le service gouvernemental. Mais c'est une histoire très longue et très riche qui nous découvrons davantage. Nous en découvrons des facettes au fur et à mesure que nous posons des questions au gouvernement et que nous obtenons des réponses sur une très longue période. Donc, le projet Hacking History, pour l'expliquer brièvement, est un projet qui consiste à soumettre des demandes d'accès à l'information à différentes agences gouvernementales concernant des individus et des actions, parfois des outils de piratage, en demandant à des agences comme le FBI, la CIA et la National Security Agency
de nous fournir essentiellement les documents qu'elle possède à ce sujet. Et nous aimerions simplement voir quelle est l'histoire du point de vue du gouvernement. Et nous pouvons parler aux personnes de la communauté du hacking qui sont encore là aujourd'hui et leur demander comment les choses fonctionnaient dans les années 90 et 80. Mais ces histoires du gouvernement sont beaucoup plus difficiles à raconter parce qu'elles sont souvent cachées derrière des en-têtes classifiées et des marques de documents classifiés qui nécessitent une libération officielle et un processus de révision avant que vous puissiez légitimement y avoir accès. Donc, ce processus pour des informations top secrètes, par exemple, prend 30 ans et peut avoir des prolongations qui durent encore plus longtemps. De plus, la bureaucratie liée à la publication de ces documents prend un temps considérable. Donc, je peux poser une question à une agence gouvernementale et cela peut prendre 5 ans ou plus avant que nous recevions une réponse. Et parfois, la réponse est très intéressante. Parfois, les documents sont très, très riches en détails. Et d'autres fois, ils nous donnent ce que nous appelons une réponse GLOMAR, qui est la fameuse formule je ne peux ni confirmer ni infirmer la présence de cette information. Et ça, c'est généralement un indice alléchant qu'il y a quelque chose, mais malheureusement, on ne peut pas en déduire grand-chose de plus. En général, cela signifie simplement qu'il faudra attendre un peu plus longtemps avant que cette information soit divulguée. En tant que directeur technique en série chez Sophos Labs, vous travaillez sur la détection des menaces à l'exécution sous Linux. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce travail? J'aimerais approfondir le sujet tout en le contextualisant pour notre public. Oui, donc je travaille actuellement pour la société Sophos. Je suis responsable technique et je travaille sur la détection des menaces dans les environnements Linux. Donc, nous essayons d'identifier les indicateurs d'intrusion qui sont davantage basés sur le comportement plutôt que sur des signatures antivirus traditionnelles. Nous avons aussi des produits similaires, mais mon équipe se focalise sur le développement de la détection au niveau du noyau. Donc, si vous utilisiez un outil spécifique sur la machine d'une victime, peu importe l'outil, certains de ces comportements seront les mêmes et nous pourrons identifier certains de ces indicateurs au niveau du noyau, ce qui nous aide à déterminer que ce comportement pourrait être indésirable. C'est donc ce que nous faisons dans ma division en ce moment. C'est un travail très important que nous devons tous accomplir. Passons maintenant au livre. Donc, le livre s'intitule Agir pour l'avenir, la poursuite incessante de notre gouvernement mondial et la domestication des acteurs. Donc, le livre est extraordinaire parce qu'au final, tu expliques en fait l'histoire du hacking et en même temps, tu la contextualises dans le cas des États-Unis et aussi au niveau international, mais surtout aux États-Unis. Tu présentes les 50 dernières années à travers différents chapitres, en passant de l'ère prémarque mondiale à la sous-culture, en expliquant les États-Unis et la technologie, jusqu'à la commercialisation de la technologie. C'est une éducation fantastique, donc j'encourage les gens à en parler, à le lire et à repenser, parce qu'il y a des choses importantes ici. Donc, j'aimerais un peu, pour les personnes qui nous écoutent, bien sûr, le mieux, c'est d'acheter le livre et de le lire. Mais quels seraient les principaux domaines que tu abordes ici? Je commencerai probablement par le premier. J'ai plusieurs questions ici, mais la première porte sur les 50 dernières années de certaines sous-cultures les hackers, sur la communauté des hackers. Comment voyez-vous son évolution? Et pour la partie historique, si vous voulez résumer, pourriez-vous donner un aperçu du livre? Oui, c'est la grande question. C'est la grande question à laquelle j'essayais de répondre. Toutes les histoires que j'ai vues sur la communauté des hackers ont toujours été très centrées sur les États-Unis. Les hackers américains ont un impact significatif sur le monde. Je pense que c'est bien, vous savez. Mais je pense je savais avant d'écrire le livre qu'il y avait plus dans cette histoire et je voulais répondre à certaines de ces questions parce que honnêtement, je ne savais pas en commençant ce livre ce qui se passait dans d'autres pays au même moment, à la même période dont on parle souvent, lorsque les hackers commençaient à émerger et les impacts qu'ils avaient. Mais je savais que la technologie n'existait pas dans un vide dans les années 70, que d'autres pays avaient beaucoup de ces technologies similaires et que faisaient ces pays avec cela. Donc, essayer de comprendre comment nous avons construit une perspective globale
une infrastructure pour que les hackers existent dans un contexte mondial, pour que ce genre d'intérêt de niche puisse se développer et finalement devenir un acteur de la géopolitique à grande échelle. C'est vraiment quelque chose que je voulais approfondir. Comme je le dis dans le concept du livre, il faut environ 50 ans pour que ce groupe un peu étrange, un peu marginal de hackers passe du statut de freelance à celui de ressources que le gouvernement cherche activement à recruter. Et il y a certains jalons en cours de route qui montrent vraiment en détail comment le gouvernement considérait les hackers. Dans les années 1990, par exemple, on passe de la reconnaissance des hackers comme ce genre de groupe hors la loi contre lequel la loi devait agir au début des années 90 à la seconde moitié des années 90, où l'on commence à intégrer les hackers pour répondre aux questions du Congrès aux États-Unis et en regardant vers l'extérieur, vers d'autres pays, comment aider d'autres nations à commencer à voir les personnes ayant une inclinaison technologique et les hackers en particulier comme des gens qui possèdent des informations pouvant aider le gouvernement plutôt que d'être simplement considérés comme des cibles de persécution judiciaire. Donc, oui, c'est une longue histoire, mais elle paraît courte quand on la compare à d'autres. Vous savez, à d'autres groupes qui sont passés du statut de hors-la-loi à des formes plus acceptées, plus culturellement acceptées de normes sociales. Donc, à partir de cette histoire, une chose que j'adore dans le livre, c'est l'aspect éducatif incroyable. Vous avez, depuis la relecture de l'histoire de 1903, le magicien Neville Maskelyne, et maintenant son intervention sur le système radio de Marconi, jusqu'à ce que les acteurs deviennent grand public au chapitre 9, c'est-à-dire dans les années 80 et 90. Et aussi, ils sont entrés dans l'imaginaire populaire avec des films et des films grand public, de Matrix à beaucoup d'autres. Donc, parlons de ce début qui, en fait, n'est pas les 50 dernières années, mais plutôt les 120 dernières. Donc, un peu sur vos recherches concernant l'histoire du hacking. Je suis sûr que vous avez trouvé beaucoup de cas fantastiques, mais pour les personnes qui ne sont pas très conscientes de la façon dont cela a influencé beaucoup de choses différentes, parce que, bien sûr, cela a commencé non seulement avant Internet, mais aussi avec la radio et bien sûr, le monde de l'espionnage existe depuis toujours. On dit même que c'est la plus vieille profession de l'histoire. Donc, si tu peux mettre en avant un peu comment toutes tes recherches t'ont amené à voir le hacking à l'époque actuelle. C'est toujours difficile quand on écrit une histoire de savoir par où commencer. Donc, commencer avec Neville Maskelyne m'a semblé être une façon nouvelle et intéressante de voir les hackers comme un groupe de personnes qui existent depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense habituellement. Je crois que la plupart des histoires commenceraient dans les années 1970, donc j'ai essayé de commencer un peu plus tôt. Et oui, comme je l'ai dit, de les considérer un peu moins en termes d'un contexte occidental et davantage dans un contexte global, comme certaines sociétés. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans certaines sociétés, il existait un cadre plus solide pour permettre aux hackers de s'implanter dans leurs aspects sociaux. Plus que d'autres, l'Allemagne, par exemple, est une culture qui, malgré la division pendant la guerre froide, avait une très forte présence de personnes, tout comme les fun freakers aux États-Unis. Y a un lien direct entre ces mêmes types d'individus que l'on peut relier aux hackers occidentaux, un groupe de personnes très, très talentueuses, très influentes en Europe. Et de la même manière, il y avait aussi une scène très dynamique à Melbourne, en Australie, où beaucoup de hackers australiens vivaient et ont émergé. Donc, c'était l'une des choses les plus intéressantes que j'ai apprises lors de cette recherche. Comprendre qu'il ne s'agit pas seulement d'un contexte localisé dans ces 50 États, mais de voir comment les hackers se développent à travers le monde, pas seulement dans un contexte spécifique. Donc, bien sûr, quand on parle d'acteurs mondiaux, je dois parler d'Anonymous. J'aimerais donc que tu développes, bien sûr, comme tu le souhaites, parce qu'en faisant partie de la communauté, tu as accès à beaucoup d'informations. Bien sûr, quand on regarde cela, c'est probablement l'organisation la plus puissante, du moins selon les connaissances grand public.
Donc, je ne sais pas si tu veux partager certains types d'organisations qui sont, je ne parle probablement pas, là je vais un peu plus vers le perception grand public du hacking, mais n'importe quel type d'organisation que tu veux mettre en avant, à quel point elles sont puissantes, parce que maintenant elles sont devenues un peu plus discrètes, mais parfois être discret signifie qu'il y a beaucoup de gens qui n'agissent pas. Et bien sûr, il y a toujours un certain niveau d'activisme et un certain niveau de perturbation à faire. Tu penses qu'en ce moment, il y a plus de stabilité ou moins, mais que la perception du public est moins présente? Anonymous, je pense, est un peu l'exception à la règle. Anonymous, bien sûr, était le plus en vue dans les années 2010, probablement le plus connu pour être le plus grand groupe affilié au piratage informatique en tant que technique ou méthode d'engagement. Je pense qu'ils ont beaucoup grandi, en partie à cause de l'attention médiatique, mais aussi grâce à une association libre qui permettait à quiconque souhaitait se revendiquer d'Anonymous de le faire et de rejoindre un groupe décentralisé de personnes. C'était quelque chose de très attirant à l'époque et je pense qu'on a du mal à retrouver cela, que ce soit avant ou après. Donc, ce que nous avions vu avant l'émergence d'Anonymous en tant que groupe, c'était des conférences de hacking comme DEFCON, qui étaient apparues dans les années 1990. Nous avions vu des groupes émerger en Europe qui étaient aussi en quelque sorte construits sur la même base, comme le Chaos Computer Club, fondé en partie par des personnes aux Pays-Bas et en Allemagne. Et donc, même malgré une communauté de personnes qui grandissait, Anonymous restait un groupe à part. C'est un nombre gigantesque de personnes qui affirmaient faire partie de ce groupe. Alors, comment cela a-t-il évolué avec le temps? Eh bien, je pense que c'est difficile de maintenir un groupe aussi grand et aussi de garder une apparence de légitimité de façon continue, n'est-ce pas? Donc, ce que nous avons vu, c'est une sorte de retour à la forme avec de nouveaux groupes qui sont clairement encore actifs, qui opèrent dans un contexte plus stable ou instable. Je pense que c'est un peu difficile à juger quand c'est juste devant nous en termes de chronologie, mais je pense que les petits groupes ont beaucoup d'avantages par rapport aux groupes plus grands comme Anonymous. Déjà, il y a moins de personnes impliquées. Donc, s'il y a moins de personnes et que vous commettez des délits, il y a moins de gens qui pourraient dire que vous avez travaillé avec quelqu'un. Il est plus probable que vous ne vous fassiez pas attraper. Ça vous donne un peu plus de flexibilité quant à l'endroit où vous pouvez concentrer vos efforts. Donc, je pense que c'est un peu l'état naturel. Les petits groupes de hackers, des groupes plus fermés, c'est un peu l'état naturel maintenant pour ce genre de groupe. Les groupes de hackers hors la loi, si vous voulez. Et c'est vraiment, bien sûr, une grande partie de ce que nous percevons entre la centralisation et la décentralisation, mais aussi les récits autour de cela. Donc, je voudrais choisir une de vos histoires, celle où votre ordinateur, quand vous étiez adolescent ou au lycée, a été infecté par B.O et parler de cette influence et votre compréhension du hacking, mais je veux passer de cela au livre parce qu'au final, c'est la partie hacking, mais aussi la partie cybersécurité et bien sûr votre livre qui couvre beaucoup de ces différents domaines. Parlons maintenant de la recherche que vous avez effectuée pour ce livre. Qu'en pensez-vous? Car bien entendu, de nos jours, les enfants, si vous mettez une adolescente normale à l'école, elle aura toutes sortes de défis en cybersécurité. Nous retrouvons cela aussi dans l'intelligence artificielle. J'aimerais que vous fassiez le parallèle entre votre vécu qui a façonné votre compréhension du hacking et de la cybersécurité. Oui, oui, les jeunes hackers ont toujours existé. Il y a une sorte de liberté que quand on apprend des choses complexes, c'est bien d'être jeune. On peut se permettre plus de choses. Et malheureusement, on apprend aussi parfois les leçons à la dure. C'était un peu comme mon histoire avec Backorg en tant que 2K, qui est un outil très célèbre apparu vers l'an 2000, créé par un groupe de hackers très connu. D'ailleurs, je suis maintenant ami avec plusieurs membres du groupe Cult of the Dead Cow. Même certains des développeurs sont leur outil original, qui est un peu comme
ça me touche personnellement parce que je me souviens de mon expérience avec ça quand c'est sorti. Et donc, j'avais des amis au lycée on se lançait tous des défis les uns aux autres. Et j'étais un peu la dernière arrivée dans ce groupe. Et l'une d'elles m'a donné un disque avec les fichiers qu'elle m'a dit d'essayer de mettre sur mon ordinateur et de m'amuser avec. Et je me suis auto-infectée avec l'un des couples victimes qui étaient là-dedans. Mais c'est ce que je veux dire. Je pense qu'apprendre à la dure fait partie de l'expérience. C'est c'est drôle, avec le recul, mais c'était vraiment embarrassant sur le moment où c'est arrivé, donc je prends un risque en vous racontant cette histoire. C'est clairement une source de légère gêne pour moi aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit le cas, car cela a contribué à faire de toi ce que tu es aujourd'hui. Ces histoires sont essentielles. Et aussi, je pense que pour les gens qui nous écoutent, bien sûr, notre public n'est pas composé d'adolescents, mais c'est vraiment quelque chose de très important parce que on n'apprend qu'avec ses erreurs et surtout dans ce domaine-là. C'est assez important. Donc, ton livre aborde beaucoup de sujets très médiatisés et je veux respecter ton temps. Alors, l'un d'eux, c'est la cyberguerre. Disons-le comme ça, la cyberguerre, tout dépend de comment on l'écrit. Alors, comment tu vois ça? Parce que c'est probablement l'un des plus grands défis auxquels les pays sont confrontés en ce moment. Cela a de multiples implications, de la protection des données à l'économie, aux finances et à la géopolitique. Et ça va continuer. Peux-tu mettre en avant ce conflit géopolitique de vie ou de mort et ce qui se passe, ainsi que les implications sur la cyberguerre? Oui, la cyberguerre est un concept intéressant parce que, c'est un sujet qui dépend en quelque sorte du point de vue de chacun. La cyberguerre dépend de ce que tu décides d'en faire. Donc, il y a des incidents dans l'histoire récente que l'on peut regarder et se dire: «Tiens, cela ressemble à un acte de guerre», mais en réalité, nous n'y avons pas vraiment répondu comme on le ferait si c'était vraiment considéré comme un acte de guerre. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles cela peut arriver dans un contexte géopolitique. Mais quand on prend un concept comme un acte de guerre, par exemple, quelque chose qui devrait être très noir ou blanc, vous savez, si vous larguez une bombe sur le pays de quelqu'un, c'est une déclaration assez claire du début d'une guerre. Mais avec le piratage informatique, c'est plus une zone grise. C'est un peu plus difficile à définir. Donc, on pourrait certainement, vous savez, affirmer que, par exemple, la violation de l'Office of Personnel Management aux États-Unis, il y a, mon Dieu, presque 10 ans maintenant à peu près, nous pouvons identifier le pays qui en était responsable. Nous pouvions identifier que c'était un gros problème à l'époque, mais nous ne sommes pas entrés en guerre contre la Chine pour autant. Considère-t-on cela comme un acte de guerre? Cela dépend de la façon dont le gouvernement attaqué le perçoit. C'est pour cette raison que la cyberguerre est un concept très mal compris. Mais aussi, cela se divise en plusieurs catégories différentes, de sous-catégories, je suppose, de violations internationales. Vous pouvez faire des choses comme l'espionnage, par exemple, quelque chose qui ne conduit pas souvent à une perte de vie. Mais est-ce qu'on contextualiserait cela comme une cyberattaque? Eh bien, nous ne l'avons certainement pas fait avec la violation de l'Office of Personnel Management, donc je suppose que de cette façon, nous ne l'avons pas fait. Mais que se passerait-il si une nation accédait au réseau électrique, par exemple, ce que la Russie a fait en Ukraine en 2014-2015 et coupait l'électricité? Est-ce que ce serait un acte de guerre? Eh bien, encore une fois, la Russie et l'Ukraine ne sont pas entrées en guerre à ce moment-là, spécifiquement à cause de cette action. Donc, même une attaque contre un pont utilisant des méthodes électroniques n'est pas nécessairement considéré comme un acte de guerre, du moins selon les normes actuelles. Donc, je pense que cela peut être le résultat d'une définition évolutive de ce à quoi ressemble la guerre à l'ère moderne. C'est certainement quelque chose que de nombreux observateurs surveillent de près et à quoi je fais très attention. Et c'est une chose intéressante que nous sommes en train de définir activement en ce moment même, alors que nous parlons. Alors, pensez-vous que de ce travail, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'un acte de guerre et qu'est-ce qui n'est pas un acte de guerre? Mais il y a beaucoup de perturbations. So, par exemple, nous parlons des élections, nous parlons du secteur financier, des secteurs
Il y a beaucoup de choses peut-être en ce moment en termes de géopolitique, mais surtout en ce qui concerne peut-être les données et la confidentialité liée aux données. Donc, il y a un point que tu abordes aussi, mais je pense que cela fait partie de ton travail. Donc, si tu regardes la confidentialité et toutes les différentes parties qui intègrent la culture du hacking, l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en ce moment est clairement que nos données sont utilisées comme une arme pour beaucoup de choses. Et pour nous, bah, je sais que dans ton livre, tu abordes aussi la question de la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et beaucoup d'autres sujets différents. Alors, regardons cette partie parce que c'est un grand sujet concernant la confidentialité des données et l'intégration des données dans la communauté du hacking, mais aussi en général dans le monde de la cybersécurité dans lequel nous vivons actuellement. La confidentialité des données est un problème majeur depuis le début des années 2000 et particulièrement depuis 2020. Je pense que les gens y réfléchissent à la façon dont cela les impacte personnellement, mais c'est devenu vraiment très présent ces 15-20 dernières années quand on a commencé à voir ces violations majeures d'agences de crédit. Par exemple, le vol d'identité est devenu un problème beaucoup plus important avec le temps. Donc, cela a été devenu un sujet plus haut. Ainsi, ce sujet a aujourd'hui un impact direct sur les gens, différemment des décennies précédentes. Donc moi, je pense que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens ordinaires ont réagi à cette réalité. Et il y a clairement un niveau de sensibilisation à la sécurité beaucoup plus élevé chez les gens aujourd'hui qu'il y a même 15 ans. Donc les gens se sont vraiment habitués à l'idée de protéger leurs informations autant que possible. Mais l'aspect intéressant de ce point, c'est qu'ils se sont aussi beaucoup habitués à voir leurs informations personnelles divulguées à cause des nombreuses violations de données d'entreprise qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années. Donc, c'est un peu frustrant pour quelqu'un qui travaille dans la sécurité comme moi parce que nous faisons de notre mieux pour protéger ces informations. Mais au final, ce n'est pas toujours à nous, en tant qu'individus, de protéger ces informations. Et souvent, les personnes à qui nous confions ces informations les manipulent mal ou ne leur offrent pas le même niveau de protection. Donc, d'une certaine manière, nous vivons tout un peu à la merci des entreprises qui, vous savez, ne considèrent pas vraiment cela comme un problème majeur si elles perdent toute leur base de données clients, mais c'est certainement un problème pour nous toutes. Et la façon dont elles semblent avoir choisi de répondre à cela ces dernières années, c'est de nous offrir à toutes une année gratuite de surveillance de crédit, ce qui, je pense que la plupart considèrent comme insuffisant par rapport à l'ampleur des problèmes que cela engendre. Ouais, c'est un peu de plus en plus sensible aussi parce que ça apporte beaucoup de niveaux. Donc, en abordant les niveaux, surtout la façon dont les différentes parties de la politique se sont intégrées, l'un des aspects de votre livre est très positif en même temps parce qu'il touche à toutes ces choses différentes. Mais quand vous regardez le monde de la politique et le monde de l'utilisation du hacking et que votre livre aborde beaucoup de ces sujets ainsi que toutes les recherches que vous faites, comment voyez-vous cela? Êtes-vous plus optimiste, plus négatif? Comment percevez-vous ce genre d'impact et les différentes réactions selon vos recherches et aussi votre expérience? Nous avons fait beaucoup de progrès au cours des 20 ou 30 dernières années pour établir à quoi ressemblent les normes en matière de hacking et quelles devraient être les attentes d'une nation envers une autre. Par exemple, les élections sont devenues un point de tension majeur sur ce sujet, car il semble que cela se produise à chaque élection maintenant. Ce que nous attendons en tant que société à ce sujet a également évolué. Je sais que lors des élections américaines de 2016, il semble, d'après les rapports d'enquête menés par le gouvernement, qu'il y ait eu une certaine ingérence. L'ampleur de cette ingérence, je pense, fait l'objet de débats depuis un certain temps. Mais la capacité du public à comprendre cela a parfois été un peu en deçà de ce qui est nécessaire pour saisir le contexte de ces actions, n'est-ce pas? Donc, en 2016, par exemple, l'ingérence russe dans les élections américaines était en réalité davantage une campagne d'influence qu'un effort direct pour pirater le vote, pour ainsi dire. Donc, d'après les informations que j'ai vues, il n'y a pas eu suffisamment d'efforts qui ont réellement abouti à un changement de vote.
ce qui est une conclusion très différente de celle selon laquelle il existe une campagne d'influence permanente qui se déroule partout dans le monde d'une nation à l'autre. C'est de l'influence. Cela pourrait être perçu comme de l'ingérence. Mais il est très difficile de déterminer dans quelle mesure cela change réellement le résultat d'une élection. Ouais, je pense que le problème, c'est que c'est devenu un sujet flou et difficile à comprendre et à discuter pour la plupart des gens. Donc, il devient difficile d'avoir une vraie discussion sur ce que nous devons faire en tant que société aux États-Unis pour y répondre. Et suis-je optimiste ou pessimiste? Honnêtement, je suis pessimiste quant à la capacité du gouvernement à répondre à... Pour être franc, je doute de la capacité actuelle du gouvernement à gérer efficacement toute crise. J'espère que cela s'améliorera. Mais nous avons plusieurs autres domaines qui nécessitent l'attention de nos législateurs depuis très longtemps. Et c'est alors malheureusement insuffisant pour résoudre réellement bon nombre de ces problèmes. Donc, j'aimerais voir plus d'action dans ce domaine, plus de mesures prises. Donc, l'une des choses, je vais citer le livre à la page 294. Il y a cette partie de l'épilogue. Il y a une citation fantastique que je veux partager ici. Une citation, une écriture fantastique. Dans le paysage actuel des cyberattaques ciblant les entreprises, de nouvelles approches ont émergé sur la façon dont elles peuvent et doivent y réagir. Une idée qui a gagné en importance au cours de la dernière décennie consiste à ouvrir des voies juridiques permettant aux entreprises d'employer leurs propres acteurs offensifs pour riposter contre ceux qui les ont attaqués. C'est un domaine crucial car aujourd'hui, le plus grand risque pour une entreprise, y compris la mienne, est le ransomware et les attaques par déni de service dont j'ai récemment été victime chez Microsoft. Votre proposition correspond évidemment à ce que moi, en tant qu'entreprise, je souhaiterais faire, mais cela implique que vous devez avoir la capacité de pirater. Vous insinuez donc qu'il faut appartenir à la communauté pour y accéder. Je dirais que moins de 1% des entreprises en auront la capacité. Alors, comment voyez-vous cela dans un contexte grand public où la technologie va devenir exponentielle, plus puissante, et où les hackers utiliseront aussi l'intelligence artificielle pour causer beaucoup de dégâts et toutes sortes de choses? Oui, il y a eu quelques analyses sur la façon dont l'intelligence artificielle a changé le domaine de la sécurité offensive. Je ne sais pas si cela a déjà eu un impact majeur, mais cela pourrait changer dans 5 ans ou même dans un délai plus court. C'est un peu difficile à dire. Comme les perspectives sur cette technologie fluctuent, le fait de pouvoir développer du code plus rapidement et de modifier la fonctionnalité du code pour qu'il apparaisse différemment d'une version à l'autre pourrait vraiment faire une grande différence. Mais pour des choses comme la contre-attaque informatique, ce à quoi je pense que cette citation du livre faisait référence, c'est un concept intéressant que le public n'a pas encore vraiment compris. Et c'est une question très complexe qui peut être simplifiée en disant qu'il n'est pas moralement justifié d'engager un hacker pour attaquer quelqu'un qui vous a piraté si vous étiez, Une entreprise? n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de complexité à ce sujet, comme comment savoir exactement qui c'était avec la possibilité de rediriger les connexions réseau. Il peut être vraiment difficile de déterminer des choses comme l'attribution d'une attaque, ce qui est l'une des choses que vous devriez savoir pour faire cela efficacement. Mais l'une des questions les plus intéressantes pour moi est quel est le véritable niveau d'espionnage industriel que nous avons aux États-Unis? Parce que je n'ai pas vu beaucoup de sources d'informations pour répondre à cette question. Nous en avons assurément beaucoup concernant les États-nations. Mais lorsqu'il s'agit d'une entreprise qui s'en prend à une autre, est-il possible que, comme les acteurs de ransomware par exemple, ils aient été engagés dans le cadre d'une campagne d'espionnage industriel? Donc, cela pourrait être mentionné dans plusieurs conférences que j'ai données au fil des années. Est-il possible qu'on puisse considérer qu'ils font ce qu'on pourrait appeler du double jeu, où ils sont payés par une entreprise pour aller attaquer une autre et gagner de l'argent de cette façon, mais ensuite, qu'ils gagnent aussi une deuxième somme d'argent grâce à une campagne de rançon en faisant payer la victime?
Donc, il y a beaucoup de questions intéressantes auxquelles, je pense, nous n'avons pas encore répondu dans la compréhension publique de l'état actuel du piratage. Et je suis curieuse de voir comment cela va se recouper, surtout au cours des prochaines sur je pourrais peut-être écrire un deuxième livre dans les 10 à 20 prochaines années. On verra bien, mais c'est un environnement qui évolue très vite, est infiniment fascinant, mais toujours décevant. On dirait qu'on n'a jamais assez d'informations. Oui, et je pense que tu as touché un point très important parce que c'est la façon dont tu rassembles tout ça et surtout comment tu fais avancer les choses. Parce qu'une chose, et je pense que ton livre aborde un point très intéressant, c'est que à la fin de la journée, et je vais aussi citer dans l'attrait général, la nature de la culture moderne du jeu d'acteur est plus ouverte, plus tolérante et plus solidaire qu'elle ne l'a jamais été auparavant, ce qui est vraiment très positif. Sur ce point, moi, je sais que je prends du temps, donc juste 2 questions de plus si tu as le temps. Alors regardons les implications éthiques du métier d'acteur, mais du point de vue et par exemple, tu as une partie, très sensible concernant, bien sûr, le genre, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et bien sûr les minorités, ce qui est toujours un sujet délicat, peu importe l'endroit. Eh bien, l'histoire de l'humanité n'a rien de nouveau, mais maintenant, nous avons aussi d'autres capacités. Donc, ces implications éthiques, comment les vois-tu dans la culture du hacking, mais aussi, je dirais, dans toute la cybersécurité et toute l'éducation autour de cela en général? Oui, ce qui est amusant avec la communauté des hackers, c'est que je pense, d'après mon expérience, que les hackers se sont toujours vus principalement comme des égaux. Pour eux, un hacker reste un hacker, jugé principalement sur ses connaissances. Historiquement, c'était un jugement bien plus sévère qu'aujourd'hui. Tu sais, le strict minimum de connaissances. Il fut un temps où, si tu n'avais pas vraiment ce qu'il fallait, tu étais simplement rejeté par certains groupes ou bien ces groupes se moquèrent de toi à cause de ton manque de connaissances. Je pense qu'il y a maintenant plus de groupes qui indexent ça, qui sont plus ouverts et accueillants envers les personnes qui apprennent et essaient de comprendre. Tu sais, cette personne essaie juste d'apprendre les spécificités de cette chose et ça ne vaut pas la peine de se moquer d'elle parce qu'elle pourrait être la prochaine personne avec qui tu travailleras. Donc, des choses comme le genre et la sexualité n'ont jamais vraiment été un facteur majeur, ou du moins pas quelque chose de très exclusif dans la communauté du hacking, du moins d'après ce que je peux voir, ce qui est un signe vraiment positif pour un groupe qui a lui-même souvent été considéré comme marginal. Il semble y avoir une sorte de compréhension commune que ça n'a pas vraiment d'importance qui tu es ou d'où tu viens. Si tu es intéressé par l'apprentissage, surtout maintenant, toutes ces choses sont secondaires. Elles ne sont pas aussi importantes que l'intérêt et la curiosité que tu as. Donc, je suis optimiste que les choses resteront positives dans ce sens à l'avenir. Et elles se sont vraiment améliorées, même dans les domaines où elles pouvaient manquer dans le passé. Eh bien, c'est une excellente chose qui montre aussi à quel point la communauté est ouverte. Et je savais un peu, mais c'est super d'entendre ça et j'aime qu'on aille dans cette direction. Donc, j'ai 2 dernières questions. Le coût de la cybersécurité devrait atteindre 10,5 000 milliards par an d'ici 2025 et ce sera en partie dû aux attaques renforcées par l'intelligence artificielle. Donc, ce sont déjà des données plus ou moins officielles. Alors, bien sûr, les gens nous écoutent. Comme vous, je suis certain qu'une partie des gens souhaitent être informés, même s'ils ne sont pas experts. Mais quel serait, en tant qu'éducateur et en tant que personne qui travaille dans la cybersécurité au quotidien, comment pensez-vous ou que suggérez-vous aux personnes qui nous écoutent? L'un des défis auxquels je suis confronté est le manque de culture numérique qui touche à la fois les enfants et les adultes. L'autre point est encore plus préoccupant, mais c'est aussi le cas dans les grandes entreprises. Je peux même parler de ma propre entreprise. Le défi que j'ai, c'est simplement que les gens comprennent certains termes alors qu'ils ont tous leur expertise et je travaille dans une entreprise technologique qui développe de l'intelligence artificielle. Donc, j'essaierai juste de comprendre ici, et même moi, en tant qu'expert et créateur de technologie, l'autre chose concerne la gestion des mots de passe et de beaucoup d'autres éléments.
Mais l'intelligence artificielle va permettre cela parce que n'importe quelle intelligence artificielle, surtout ces super intelligences artificielles que nous sommes en train de construire, et bientôt l'intelligence artificielle générale en saura plus sur nous que jamais, et elles peuvent tout faire, elles peuvent même nous manipuler, ce qui est probablement ma plus grande peur. Mais bon, écoutez, c'est une grande question, mais en tant que personne qui gère cela au quotidien et qui regarde aussi les chiffres, ce qui représente presque 10 à 15% de l'économie mondiale. Comment voyez-vous, surtout, comment pouvons-nous nous protéger nos familles, nos environnements, et aussi, j'ai un sens critique, surtout mon public, parce que je m'attends à ce qu'ils soient un peu plus actifs, car il y a d'autres choses qui m'inquiètent beaucoup. C'est le manque de compréhension des gens sur la gravité de la situation. Donc, ma réponse à cela serait que les gens doivent avoir un certain niveau de conscience de ce qui se passe, au moins avoir une vague idée de ce qui se fait de plus avancé, ou au moins connaître quelqu'un qui le sait, afin que nous puissions tous mieux comprendre à quel risque de sécurité nous sommes exposés. Il y aura toujours un secteur de la technologie et des affaires que nous ne pouvons pas contrôler, comme par exemple qui fournit notre électricité, qui la produit et la distribue. L'industrie est l'un de ces domaines que nous ne pouvons tout simplement pas contrôler. Donc, l'intelligence artificielle pourrait jouer un rôle plus important dans ces organisations à mesure que nous investissons pour renforcer notre sécurité dans ces domaines. Les choses ne vont faire que devenir plus complexes en termes de terminologie et d'intégration technologique. Par exemple, j'ai aussi cofondé une petite entreprise pour tenter de trouver certaines réponses avec l'intelligence artificielle, surtout concernant la sécurité. L'entreprise s'appelle Neuralize AI. Et ce que nous essayons de faire, c'est, nous avons tout cela. Nous avons par exemple la journalisation qui génère des tonnes et des tonnes de journaux produits par les entreprises, comme des centaines de gigaoctets, des téraoctets de journaux générés aujourd'hui par les grandes entreprises. Et comprendre et être capable d'analyser tous ces journaux est un problème très ancien à grande échelle. Même pour un analyste chevronné comme moi, avec 15 ans d'expérience, examiner et comprendre la signification de tous ces journaux peut s'avérer une tâche décourageante. Donc, ce que je vois que l'intelligence artificielle peut faire, c'est combler certaines de ces lacunes en tant que technologie d'assistance plutôt qu'en tant que quelque chose qui Peut complètement. remplacer les gens, surtout si nous avons, par exemple, un accident industriel potentiel, comme les conditions qui pourraient mener à cela. Je peux voir l'intelligence artificielle comme une technologie d'assistance pour éviter ce genre de situation ou même pour enquêter sur des problèmes afin de raccourcir la durée d'un rapport d'incident après une violation, par exemple. Donc, et il y a des domaines où je peux clairement voir cette technologie être appliquée. Malheureusement, au cours de l'année ou des 2 dernières années, d'après mon expérience et mes observations, il y a eu un ralentissement critique dû aux conditions macroéconomiques pour financer de nouvelles startups comme celle-ci. J'espère que cela va s'améliorer dans l'année ou les 2 années à venir, mais il y a clairement une marge de croissance à ce niveau-là que j'aimerais vraiment voir et dont j'aimerais faire partie. Ah, donc cela m'amène à la dernière question et je voulais aborder ce point, mais l'une des choses que tu abordes précisément dans Neuralise.ai, c'est cela et tu en as parlé en partie, mais je veux aborder l'un des aspects que tu as. Donc tu as la partie innovation qui, comme je l'ai dit, offre beaucoup d'opportunités parce que normalement j'essaye d'aborder les risques, mais je veux aussi regarder les possibilités. L'intelligence artificielle permet l'analyse, la protection et même l'utilisation d'outils. Et ensuite, il y a l'amélioration de la pile technologique et la création de propriétés intellectuelles, qui est un domaine crucial. Alors, comment vois-tu cela? Car au final, l'agriculture a créé, entre autres, été. Et j'ai mis en avant les problèmes. Et bien sûr, c'est super important de tester. Tu sais, l'agriculture, c'est la culture du test dans tous nos logiciels et différentes autres choses. Mais la création d'AIB vient du fait que l'un des défis que nous avons maintenant, c'est de savoir comment, d'un côté, nous pouvons réellement créer de l'innovation après que l'intelligence artificielle crée les modèles de langage de grande taille,
volent presque tout et créent dans la base de nouveaux niveaux. Et en même temps, nous créons tout avec leurs yeux aussi. Et en même temps, c'est pour nous l'un des défis. Parfois, je me dis, OK, si je regarde toutes les données que je mets dans ChatGPT ou Claude ou n'importe quelle autre intelligence artificielle, ils savent tout sur moi et ils peuvent mieux même gérer la façon dont j'écris, à quel point je suis tendu, à quel point je suis émotionnel ou les questions que je pose et ainsi de suite. Comment pouvons-nous envisager la création de propriété intellectuelle? J'ai un concept qui va probablement vous provoquer en guise de dernière question. Il existe une propriété intellectuelle qui nous appartient personnellement. C'est nos propres données, tout ce que nous mettons en ligne et aussi la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. La seconde partie concerne la propriété intellectuelle créée par notre entreprise, nos organisations et le travail en leur sein. Je sais que c'est une grande question, mais en tant que chercheur, je veux la garder pour la fin. Et aussi, je pense que les hackers ont beaucoup de connaissances parce qu'ils savent comment gérer toutes ces différentes couches. Je veux mettre cela en contexte avec ton expérience de hacking et le livre fantastique que tu as écrit. Je suis certaine que nous aurons des affaires marquantes à ce propos dans un avenir très proche, mais nous pouvons aussi nous référer à des affaires précédentes qui, selon moi, sont formatrices pour essayer de comprendre où nous en sommes dans ce parcours technologique. Bien sûr, il y en a une célèbre datant de plusieurs décennies, impliquant Andy Warhol et sa copie d'œuvres d'art et leur reproduction et ce que cela signifie pour l'usage équitable, ce qui, à mon avis, joue un rôle ici. Mais c'est certainement un sujet qui a été critiqué, des critiques qui ont été adressées aux entreprises d'intelligence artificielle sur la manière de gérer ces questions, la propriété intellectuelle en termes de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Pour beaucoup de créateurs de nouvelles propriétés intellectuelles, il y a un sentiment de ce qui peut être bon pour l'un est bon pour l'autre. Si je crée une propriété intellectuelle et qu'une plus grande entreprise arrive et s'en empare pour ses propres intérêts, pourquoi ne pourrais-je pas les poursuivre en justice? Ils me poursuivraient en justice si les rôles étaient inversés. Et honnêtement, je pense que les entreprises d'intelligence artificielle ont un grand travail à faire pour expliquer pourquoi cela est moralement et éthiquement acceptable. C'est une question difficile à répondre, je pense. C'est une question difficile à répondre clairement, mais c'est définitivement un problème qui doit être résolu avant que l'on puisse voir une adoption et une création à grande échelle impliquant l'intelligence artificielle ou la reproduction dans certains cas en utilisant l'intelligence artificielle, que je pense que les créateurs originaux de cette technologie avaient envisagé. Nous verrons l'évolution de la situation, mais cela pourrait prendre encore quelques années. C'est une grande question, en effet. Merci, Émilie. C'était un honneur de vous avoir ici. Je sais que nous avons dépassé un peu, presque 1 heure et demie, donc pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, procurez-vous le livre. C'est une excellente histoire de la culture du hacking du XXe siècle, enfin, la culture du hacking, disons-le comme ça. Mais ce que j'aime aussi, c'est que vous êtes en fait assez positive, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je pensais que vous seriez probablement plus alarmiste et j'aime ce niveau de sécurité très solide dont je pense que nous avons tous besoin. Le livre aborde aussi beaucoup de sujets. Bien sûr, nous n'avons pas tout abordé, je ne voulais pas entrer dans tous les détails, mais il y a beaucoup d'éducation ici et je pense que vous êtes une excellente pédagogue en fait. Je le lis, je le relis et j'intègre beaucoup de choses dans ma propre démarche éducative. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, tournez-vous vers l'avenir. Nous mettrons beaucoup d'informations sur le livre. Nous aurons un abécédaire du livre à part. Émilie, merci beaucoup pour tout ce travail de recherche. Je suis sûr que nous essaierons de vous inviter à nouveau car je fais une série sur la cybersécurité et le hacking. Le deuxième point, parce que c'est un domaine que j'aime toujours aborder, mais je suis très reconnaissant pour cette recherche fantastique qui, je pense, est vraiment utile à tout le monde dans le monde entier. Merci.